Au fond, vous arrivez à voir, n'est-ce pas? Ok, nice. Voilà, maintenant donc, votre collègue a dit, la solution c'est x est égal moins b. Hmm. Ok, donc ça dit qu'on devrait dire x comme variable. Normalement, x, ça doit être quelle variable? Type, quel type, du moins? Une variable de quel type? Ok, naturellement, parce que s'il reçoit quelque chose comme une division, ça veut dire qu'il peut prendre des chiffres à virgule. Donc, on va dire moins b, normalement comme ça, sur a. C'est ça la solution. Hein. Sur... Maintenant, pourquoi est-ce que l'exercice se trouve dans ce qu'on appelle la structure conditionnelle? Ou bien dans le chapitre de la structure conditionnelle? C'est quoi l'intérêt en fait de faire cet exercice-là dans la partie du cours où on parle de la structure conditionnelle? Ok, on peut avoir cette solution, tout comme on peut avoir une autre solution. Maintenant, une autre solution comme quoi par exemple? Hmm. Hmm. Bon, ok, pour le moment, selon elle, c'est comme ça. Les autres, pourquoi? D'abord, est-ce qu'on doit utiliser une condition ici? Pourquoi? C'est bien. Le rôle même de la structure conditionnelle, c'est ce qu'il vient de dire. C'est bien. À partir du moment dans un programme, vous devez faire une division. Vous êtes obligé de vérifier si le diviseur n'est pas zéro. C'est obligé. Vous ne pouvez pas faire une division avec zéro. Comprenez bien. Déjà, une équation est une équation du premier degré si le coefficient A est différent de zéro. Si vous mettez zéro, ce n'est pas une équation du premier degré. On est bien d'accord? Si A vaut 0, ça devient juste B. Et B, ce n'est pas une équation du premier degré. C'est bon? Donc, ce qu'il dit. Ici, le rôle même de la structure conditionnelle, c'est de dire quoi? On doit vérifier si A n'est pas 0. Et donc, chaque division, à chaque fois que vous devez faire une division dans un exercice, n'oubliez pas de vérifier si le diviseur est différent de 0. Alors, je vous ai expliqué que différent de 0 s'écrit point d'exclamation est égal. Et donc, ce qui veut dire différent. Et là, suivez bien, je vais mettre ça. Voilà, donc je fais la division uniquement lorsque je suis sûr que le diviseur n'est pas 0. C'est bon? Ok. Maintenant, je fais printf. La solution est x est égal pourcentage point de f. Et ici, je mets x. Maintenant, le sinon, ça traduit quoi? Le sinon. Oui. Mais chez nous, concrètement, c'est quoi en fait? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si A est égal à 0, ça veut dire quoi? Oui, on peut dire qu'il n'y a pas de solution ou bien ce n'est pas une équation du premier degré, si vous voulez. On est bien d'accord? Bon, on va dire printf, pas de solution. Voilà. Maintenant, on va revenir sur quelque chose que je vous avais expliqué. Peut-être que vous n'avez pas encore maîtrisé cette chose-là. Je suis presque sûr. Ok, là, suivez bien. Je vais saisir comme valeur de A, je vais saisir 2, et comme valeur de B, je saisis 5. Et qu'est-ce que nous, on a à l'écran? Qu'est-ce qu'on voit? La solution est moins 2. Suivez d'abord au fond. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? La solution n'est pas exactement la solution qu'on attend, n'est-ce pas? Normalement, on devait avoir quoi comme solution? 2,5.
Alors pourquoi ici on n'a pas? On n'a pas 2,5. Pourquoi ici on n'a pas 2,5? On a fait une division des nombres entiers. Pourquoi est-ce que je descends ici? Il ne vient pas. Voilà, comme ça. On a utilisé une division entière. C'est ça? Est-ce qu'on a une division réelle ici? On sait? Est-ce qu'on a une division réelle en C? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos divisions, c'est toujours slash après. Nos divisions, c'est slash. Il n'y a pas de division entière et division de réel. Après, tout simplement, il faut comprendre que le slash, par défaut, il fait une division entière. Par défaut. Mais si vous prenez un réel divisé par un réel, il va vous donner un réel. Ce n'est pas un problème. Lui, c'est comme ça qu'il voit la chose. Quand vous divisez un entier par un entier, il vous donne un entier. Vous voyez le truc? On n'a pas une division concrètement qu'on appelle division réelle en C. On va utiliser ce qu'on appelle quoi? Ce symbole slash. On divise deux entiers, il donne un entier. On divise deux réels, il donne un réel. Dans la division, on utilise un réel, il donne un réel. Hein? C'est ce que je dis. Si dans la division, il y a un réel, il donne un réel. Mais s'il n'y a que des entiers, il donne un entier. Si c'est un mélange d'entiers et de réels, il donne un réel. C'est bon? Voilà. Mais nous, ici, on n'a que deux entiers. Voilà. Donc, comment on fait pour avoir la partie 5? Oui. X. Ici. Oui, parce que X, lui, c'est un réel. X, on a dit c'est un float. Donc, je ne peux pas l'afficher avec un pourcentage D. C'est forcément pourcentage F. Point 2 pour dire deux chiffres après la virgule. On est bien d'accord? Un réel, c'est pourcentage F. Et tu peux limiter le chiffre après virgule. L'ami? On avait vu qu'on pouvait convertir la solution. Si on divise deux entiers pour récupérer la partie réelle, on peut faire la conversion de la division. Comment on le fait concrètement? Juste avant la division, vous écrivez entre parenthèses et vous mettez float. Donc ça veut dire que vous convertissez la division pour récupérer la partie réelle aussi. Sinon, dans les informations que vous utilisez pour faire la division, il faudrait qu'au moins une personne ou bien une information soit réelle. Ou bien si c'est deux réels, pas besoin de mettre float. Deux réels divisés, on trouve la partie décimale. On divise un réel par un entier, on peut trouver la partie décimale. Mais deux entiers, pas de partie décimale. Pour forcer et avoir la partie décimale, on met float. Oui. Mais c'est ce que j'ai dit en fait. Quand tu divises un réel sur un réel, il te donne un réel. Tu vois? Mais quand on divise un int sur un int, il te donne un int. Tu vois? Mais non, comme on a deux int ici, nous on a besoin de récupérer la partie entière, du moins sa partie décimale, en convertit. Bon, on pouvait faire directement float là-bas et puis ne pas avoir besoin de mettre ici entre parenthèses. Tu comprends le tout? Si x est un int même, ne réfléchis même pas. Ça même, ça ne marche pas. Si x, lui qui reçoit le résultat, c'est un int, même si tu convertis, tu prends la partie réelle, lui, il ne prendra jamais la partie réelle. Parce que c'est un int. C'est bien. Si je mets b int comme ça veut dire que ce que je vais mettre dans x, c'est un int. Même si je lui donne un réel, pour lui, la partie décimale ne l'intéresse pas. Le x là. Non, même quel que soit ce que je vais faire ici, x ne sera jamais 2,5. Si je mets x comme ça, int, ici, x ne sera jamais 2,5. C'est même pas possible. Ne réfléchis même pas comme ça. Oui, quel que soit un chiffre, du moins une variable qui sera de type int, la variable ne peut pas avoir à l'intérieur un chiffre à virgule. C'est pas possible. Même si tu fais comme, il ne va jamais, ou bien la variable ne va jamais avoir un chiffre à virgule. Mais comme on sait qu'une division peut nous donner un chiffre à virgule, raison pour laquelle on a dit, on va prévoir que le résultat c'est un float. On est bien d'accord? Ouais, pour anticiper. Mais même si on a dit que le résultat doit être un float, cela ne veut pas dire que ce qu'on fait ici, ça nous donne le bon résultat. On est bien d'accord? Comme on a divisé un entier par un entier,
il nous donne un entier. On est bien d'accord. Mais même si on met l'entier dans x, il met tout simplement 0.0. Tu vois, tout à l'heure, on avait 2.0 parce que lui, c'est un réel. Et quand on lui donne un entier, il lui donne 0.0. Maintenant, pour imposer que la division là soit une division réelle, même si on a utilisé deux entiers, on utilise ici float. J'ai dit on utilise ce float là uniquement lorsque vous allez voir que ici, c'est int qu'on divise. On est bien d'accord. Si ce n'est pas int qu'on divise, pas besoin de mettre float là. Ouais, si c'est float, tu enlèves juste tout ça là. Si par exemple ici on avait float, on laisse comme ça. On va avoir la partie décimale. C'est bon? Ok. Maintenant, il fait ça et puis on teste. Et je saisis cette fois-ci 2, 5 et bim, on a bien les 2.50. Malgré qu'on a utilisé 2 int là. Mais on a bien quand même 2.50. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris ce que c'est que la structure conditionnelle? Qui est-ce qui n'a pas compris quelque chose parmi tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Qui est-ce qui a une question? Ça fait tout saut. Ça fait tout saut, c'est qui? Oui, ça fait tout. Pourquoi tu n'étais pas là hier? Tu as informé qui? Tu es bien. Lorsque vous m'envoyez un message et que vous avez ce qu'on appelle quoi? Les trucs éphémères là, moi je ne réponds pas. C'est bon? Les messages que genre vous activez l'histoire d'éphémère là. Moi je ne vous réponds pas. Si vous voulez envoyer un message éphémère, pour moi c'est un message éphémère, ça ne m'intéresse pas. C'est bon? Voilà. Donc, n'oubliez pas. Et il y avait aussi ça m'arrange Zao. Zao, c'est qui? Zao. Pourquoi? Hein? Ah ouais. Jemima, tu étais aussi absente là. Jemima, c'est qui? Oui, Jemima. Pourquoi? Hmm? À cause des embouteillages, tu as fait un coup. À cause des embouteillages, tu fais un coup. Mais lui aussi, il était arrivé en retard, je l'ai vu. Lui. Toi, tu n'étais pas arrivé. C'est l'embouteillage. C'est quel embouteillage comme ça? Day Mbake. Mbake Day. Mbake Day, c'est qui? Day, Mbake ou Dia. Il a changé. Et puis, Aïcha. Aïcha Njo, absente encore. Ok, il n'y a plus autre absence hier. Maintenant, on revient maintenant à ce que nous, on était en train de faire. Oui. Oui, ou bien même pas besoin. En fait, à partir du moment où ce qui se trouve à gauche, c'est un int là. C'est-à-dire si x est un int, ce que je veux dire, c'est quoi? Par exemple, si je mets int ici et que je mets float, ça veut dire qu'on a deux réels, n'est-ce pas? Je mets ici pourcentage f, ça fait deux réels, n'est-ce pas? Et je vais faire la division de deux réels. C'est ça, non? Deux réels, un réel divisé par un réel. Et tu veux récupérer la partie entière. C'est ce que je dis. À partir du moment où cette variable, il est de type int, pas besoin de parler d'autre chose. Tout ce que tu vas lui donner, il va récupérer uniquement la partie entière. Si x était float, il est où? X float, on va essayer. Normalement,
Normalement, on peut faire la conversion. Je dis normalement, mais on va quand même essayer. On va essayer quand même pour voir. Mais ce qui veut dire que ici, on va oublier CTRL Z. On va oublier ça là. Il n'y a pas pourcentage point quelque chose. Mais ça veut dire que X, j'espère que j'ai bien respecté ici. Pourcentage F, pourcentage F. Non, ici c'est X qui est... X est un réel. Hein. C'est bon. Voilà, X est un réel. Mais on veut récupérer carrément la partie entière. Alors on va tester. Normalement ça devait marcher. C'est-à-dire récupérer uniquement la partie entière. Et ce qu'il va faire c'est quoi? Mettre 0.0 normalement. Même si le résultat là c'est un réel. Je vais faire la même chose. 2, 5. Ici, par contre, ce int ici, il ne récupère pas carrément la partie. Bon, pour les réels, c'est un petit peu plus difficile. En fait, c'est mieux que de dire quoi? Si tu veux faire ici quelque chose qui récupère uniquement la partie entière, que cette variable ne soit tout simplement que un int. Parce que pour moi, ça n'a pas vraiment en fait de sens, c'est bien, ça n'a pas vraiment de sens de créer une variable de type réel, diviser deux réels et récupérer uniquement la partie entière pour mettre. Tu comprends? Ça n'a pas vraiment de sens. Mais on sait que pour les réels, c'est possible, c'est normal en fait. De prendre deux réels, faire la division, du moins deux entiers, faire la division, et puis mettre dans un réel. Est-ce que tu vois? Maintenant, on met float pour pouvoir récupérer la partie tout simplement décimale. Mais pour le int là, ici ça ne marche pas et surtout ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'ici, on aurait juste pu mettre ici, mettre ça, et voilà, le tour est joué en fait. Si tu veux uniquement récupérer la partie décimale d'une division, tu n'as tout simplement qu'à faire quoi? Créer une variable qui est un int, qui reçoit la division. Même si c'est deux réels, c'est bon? Et normalement, tu n'as plus besoin de mettre le int. Donc si je fais ici 2 et que je fais 5, voilà, on a uniquement le 2. Donc, comprends bien que là, on va utiliser le float là, uniquement dans ces cas que j'ai montré là. On divise deux entiers et que le résultat c'est un réel, on va utiliser float. Mais quand tu veux récupérer quelque chose, uniquement la partie décimale, de préférence, la variable qui récupère l'information, tu le mets tout simplement sous forme de i. Et lui, il ne va pas gérer la partie réelle. C'est bon, pas besoin de convertir quoi, un réel en entier. Il suffit que le résultat soit du type entier là. Le réel qu'on donne ne va pas être sauvegardé dans son entièreté. Tu vois le truc? Voilà. Donc uniquement, si on met float ici, c'est uniquement pour les réels. Si de int, on va uniquement changer le type de la variable. C'est bon? Maintenant, je reviens sur l'exercice qui était là. Premier degré, normalement, c'est 4. Il détermine la fiche si la valeur sont successives. Intervalle. Ok. L'exercice 5. Lorsqu'on dit deux valeurs sont successives, ça veut dire quoi? Un exemple. 1, 2 ou bien 0, 1. On est bien d'accord. Normalement, vous pouvez faire ça. Normalement, vous pouvez faire ça, n'est-ce pas? Exercice 2. Vous pouvez faire ça normalement. Mais par contre, on va le faire, mais je vais ajouter une petite autre chose sur la condition. Parce que j'ai dit if peut prendre bien condition, tout comme ça peut prendre plusieurs conditions. On est bien d'accord? 0, 1. Ou bien 1, 0, c'est la même chose, non? Ça se suit ou pas? 0, 1. Ou bien 1, 0. Les deux se suivent ou pas? Quand on dit successif, c'est d'abord forcément le plus petit, ensuite le plus grand. Mais l'inverse, ce n'est pas. Donc on va changer l'autre exemple. Je vais chercher un exemple où on va utiliser au moins deux conditions. Je pense que c'est l'exercice 6 là. L'exercice 6. Non, l'exercice 5 là, on n'aura pas besoin de mettre deux conditions qui doivent être vérifiées.
Oui, bon, if else, ça, c'est pas un problème. On est bien d'accord. Mais je veux parler du fait que dans un if, tout à l'heure, à chaque fois qu'on fait, c'est une seule condition en fait qu'on utilise. On dit if, une seule condition. Else, si, on peut mettre autre chose. Mais dans le if, là, la parenthèse, on met une seule condition. Mais peut-être, par exemple, dans les 6.6, on va essayer de comprendre une autre chose. Les 6.4. Non, les 6.4, on a déjà fait. Et on a juste une seule condition. Quand je dis une condition, ça dit quoi? C'est uniquement ça là qu'on appelle la condition. Oui. Non, on n'a pas besoin forcément que B soit différent de 0. Pour une équation du premier degré, même si B est égal à 0, il n'y a pas de souci. C'est juste le coefficient de A qui doit être différent de 0. Tu comprends le tout? Voilà. Raison pour laquelle on n'est pas obligé de mettre deux conditions pour les 6.4. On va faire les 6.6 et puis vous allez essayer les 6.5 là. Les 6.6 nous demandent de saisir une intervalle. Lorsqu'on dit intervalle, ça veut dire qu'on saisit deux nombres. On est bien d'accord? Borne inférieure et borne supérieure. On lève ça. Et puis vous suivez ici au tableau. On saisit borne inférieure et borne supérieure. Deux valeurs. Et puis on saisit. Il est où? Et on saisit un autre nombre. Voilà. Donc ça veut dire qu'on saisit trois choses. Et les deux premières valeurs forment l'intervalle. Et la troisième valeur, on doit vérifier si ça se trouve entre les deux nombres là. Ok. Ça c'est les 6. Exo, c'est TP. C'est exo comme ici, c'est point C. Il n'y a pas de choses à copier là. On fait ça vite fait. J'enlève tout ce qui est condition. Bon, ok. Donc là, on va juste adapter. Entrée. On va dire entrée la plus petite valeur de l'intervalle. Bon. Ou bien on dit entrée la borne inférieure. La borne inférieure. Nos variables, on peut toujours les garder comme ça, A et B. Entrée la borne supérieure. On va utiliser des int de préférence. Voilà, on a dit deux nombres. Non, une intervalle et un nombre. Et je saisis les trois valeurs. Ici, de l'intervalle. De l'intervalle. Ok. Bon, jusque-là, normalement, ça va. Normalement, on demande de saisir trois informations. Et on saisit la borne inférieure de l'intervalle dans la variable A, la borne supérieure dans ce qu'on appelle la variable B. Et maintenant, on saisit un nombre. Maintenant, ce nombre-là, on doit vérifier si ça se trouve dans l'intervalle. C'est ce qui a été demandé. Mais ce qui se trouve au tableau, c'est bon. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok, maintenant, comment savoir si un nombre se trouve dans une intervalle? Oui. N'oubliez pas qu'on a borne inférieure et borne supérieure, oui. Bon, je mets d'abord la condition. On est bien d'accord que lorsque le nombre if le nombre voilà, supérieur ou est égal, ça s'écrit comme ça, hein, sur la même ligne, supérieur ou est égal. Donc on va dire que ça se trouve dans l'intervalle si c'est supérieur ou est égal à la borne inférieure. Ensuite, en même temps, inférieur, on est bien d'accord, ça veut dire deux conditions. Maintenant, on avait vu que, je vous ai expliqué que, ou bien je ne vous ai pas expliqué, mais je vais le mettre ici. Les opérateurs de liaison, c'est-à-dire pour mettre deux conditions ou bien trois conditions, en algo, normalement, vous avez et vous avez ou. Chez nous ici, le et là, ça se traduit par deux fois le e commercial. Le ou, il y a cette barre latérale directe là. Je ne parle pas de slash.
Il y a une barre comme ça, direct. Ce n'est pas comme ça, ni comme ça, mais c'est direct comme ça. Dans les deux formes de ou, chez nous ici. Et puis, les deux forment le et. Donc, pour mettre deux conditions en même temps, on peut utiliser soit et ou bien ou. Mais comme ça, concrètement. Mais chez nous ici, il faut que les deux conditions soient vérifiées, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on va utiliser un et. On utilise et lorsque les deux conditions, ou bien les conditions, doivent être vérifiées ensemble d'abord, avant qu'on ne puisse exécuter quelque chose. Et on utilise un ou si une seule condition doit être vérifiée. On n'a pas besoin que l'ensemble des conditions. Mais chez nous, ici, on va utiliser E. De E commercial, et on va dire nombre inférieur ou est égal, ça va aussi s'écrire comme ça. AB. Voilà. On va dire print. Le nombre se trouve dans l'intervalle. Si on veut même, le nombre, on met ici pourcentage D, se trouve dans l'intervalle pourcentage D à pourcentage D. Ici, on va mettre nombre, ensuite A, virgule P. Voilà. Pour que ça s'affiche d'une très bonne manière. Donc, je dis le nombre, j'affiche le contenu du nombre, se trouve dans l'intervalle, j'affiche le contenu de l'intervalle, d'abord la borne inférieure et la borne supérieure. Il faut tout simplement respecter l'ordre des variables. Ce nombre-là, son contenu sera remplacé par ce pourcentage D. Ici, le contenu de A sera tout simplement mis ici et le contenu de la dernière variable sera mis à la position du dernier format. Oui. Le nombre pourcentage D, ça veut dire que il va prendre la valeur du nombre, mettre à la place du pourcentage D. C'est bien. Lorsqu'on met dans l'affichage du printf un format, en réalité, lorsqu'on affiche, il n'affiche pas pourcentage D. Il affiche une valeur. Donc ça veut dire que ce qu'il va afficher ici, c'est la valeur qui se trouve dans le nombre. Donc il dit par exemple, si c'est 2 qui se trouve dans le nombre, il va dire le nombre 2 se trouve dans l'intervalle. On est bien d'accord? Et ici aussi, on a affiché la valeur de l'intervalle. On a dit A, c'est-à-dire si on a saisi A est égal à 1, il va dire 1. Si on a saisi B est égal à 5, 5 ici. Donc il dit 2 se trouve dans 1 à 5. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, après, concrètement, quand je vais lancer le programme, tu vas essayer de bien voir. Maintenant, tu peux l'afficher comme tu veux. Tu pouvais juste mettre le nombre se trouve dans l'intervalle, le message. Voilà, mais c'est juste une manière d'afficher. Sinon, on va dire quoi? On va faire comme ça. Le nombre ne se trouve pas dans l'intervalle. Bon, on fait ça. Et puis, normalement, c'est bon. Entre la borne inférieure, je saisis 4. La borne supérieure, je saisis 50. Le nombre, je mets 25. La manière d'afficher, il va dire 25 se trouve dans l'intervalle 4 à 50. Voilà. Maintenant, revenons à ce qu'on appelle ces conditions-là. Est-ce que vous avez compris? Mais non. Vous avez compris cette condition, ces deux conditions. Alors c'est comme ça. Il se peut que dans un programme ou bien dans un contexte, on vous demande de vérifier au moins 2 conditions ou bien 3 conditions. On peut dire que si l'ensemble des conditions sont vérifiées ou bien une des conditions est vérifiée. Si on veut que l'ensemble des conditions soient vérifiées, on va utiliser les conditions avec le et pour pouvoir les lier. Si on a au moins 2 conditions, il faut forcément utiliser soit et ou bien ou.
Ici, on a utilisé et parce que les deux conditions doivent être vérifiées. Si on devait utiliser un ou, j'allais mettre ça comme ça. Regardez bien la barre comme ça, qui est différent de slash et qui est différent aussi de anti-slash. C'est ça qui traduit le ou. Donc, les deux là vont nous servir de pouvoir lier 2, 3, voire n conditions. Voilà, donc en fait, ce qu'il fallait savoir sur ce qu'on appelle la structure conditionnelle, if. Mais cette salle-là, c'est quand même difficile. Hein? C'est trop petit ça. Bon les gars, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, les SI5 là, vous essayez. Les SI5. Vous essayez les SI5 là. Bon, ici c'est bon. Ouais, je dirais est-ce que c'est bon, ce qu'on a fait là. Yes, yes. J'ai pas entendu. Ça dépend. Est-ce que les conditions, par exemple, si tu as 5 conditions, est-ce que toutes les 5 conditions doivent être vérifiées ou bien c'est séparé? Oui. En fait, on part dans le else lorsque le if n'est pas vérifié. Oui. Oui. If, else if. Oui, comme ça. Si c'est des conditions qui sont séparées, quoi. Else. Non, en fait, else c'est pas une condition. Et tu ne peux pas mettre else à un else. C'est le if qui est la condition. Et le else, c'est le contraire de la condition. Else, c'est le sinon, en fait. Il n'y a pas sinon, sinon. Non, sinon, si, sinon. Ouais, sinon, c'est toujours après un si. Mais on ne peut pas dire sinon après un sinon encore. Tu comprends ce que je veux dire? Là, tu mets un else et puis après, tu mets un else. Non, non, non. Tu mets else if, là maintenant tu peux mettre un else. Donc le else là vient juste après le if. Tu comprends ce que je veux dire? Exact.